Vous êtes sans doute surpris et vous vous posez la question, mais Monsieur Schmidt, l'ombudsman, il est où? Monsieur Schmidt, il est malheureusement en congé de maladie, mais il va nous suivre en direct de sa maison. Et Charles, moi et Charles, du bist bestimmt schon irgendwo da. Nous, on ne saura pas remplacer Monsieur Schmidt, mais on fera de notre mieux pour partager ses idées, pour partager son esprit, pour faire perdurer son engagement. Mais il va commencer, c'est la bonne nouvelle, il va commencer la journée avec une présentation qu'il fera depuis son domicile pour un peu mettre le contexte. Dans notre rapport annuel de 2025, on a dédié tout un chapitre au thème de la protection de l'enfance. Il va un peu nous exposer le cadre et aussi les réflexions et les avis et positions de l'OCAJU par rapport aux trois projets de loi. 7991, 7992 et le 7994. Voilà. Et je souhaite la bienvenue à Monsieur Schmidt. Charles, du bist schon da? Ah, du warst ja. Moin, Charles. Das geht dran. Bon, on va prendre tout notre temps. Je souhaite la bienvenue à notre ombudsman, le chef de notre équipe, tous les collègues sont ici. Dans la pause, profitez de vous échanger avec eux au niveau des différents sujets qu'on a au cœur. Et Charles, il est là. Bonjour Charles, moyen. On ne t'entend pas encore. Schönen guten Morgen zusammen. Ja, Herr Adamisch. Voilà. Scheren ist noch nicht. Ja, Scheren ist noch. Okay, Scheren okay, im Moment mehr. Aber gut, dann wünsche ich euch alle guten, eine ganz schöne Morgen. Je vous souhaite tous la bienvenue à la deuxième journée du Summer Séminaire. Merci encore aux interventions et contributions d'hier. C'est maintenant pas facile de prendre la relève. En fait, et de justement de rebondir sur l'idée de l'infantisme et aussi de la notion de l'idée de la dignité de l'enfant, donc qui sera développée encore demain. Mais cette idée, c'était important de commencer le séminaire d'été avec toutes ces réflexions un peu plus philosophiques, parce qu'ils guident nos réflexions, nos grilles d'analyse et de lecture par rapport aux pratiques professionnelles. Ça va aussi nous permettre justement de voir de quelle manière les réformes et aussi les safeguarding policies vont contribuer à ce changement de paradigme. Donc, j'essaye, c'est plutôt une causerie ce matin, donc, où je vous propose de se familiariser, de se rappeler quelques éléments pour appréhender la soi-disant réforme de la protection de la jeunesse, et c'est pour ça que je suis très reconnaissant pour tous les intervenants d'aujourd'hui, où justement les politiques de protection de l'enfance, les safeguarding policies, jouent déjà et vont jouer une énorme contribution au change management pour faire avancer, pour alimenter la réflexion, pour responsabiliser les institutions qui prennent en charge les enfants et toutes les institutions, pas seulement les crèches et les maisons relais, pas seulement les foyers d'accueil, mais non, aussi la police, aussi les institutions étatiques. Voilà. Et donc voilà, c'est donc là. J'ai encore, il faut aussi se rappeler que cette idée de dignité, c'est quelque chose qui est comme un fil rouge dans toute la Convention relative aux droits de l'enfant. Nous le perdons parfois de vue parce qu'on est fixé sur tel ou tel droit individuel, les grands principes, la participation, la protection, la non-discrimination et l'intérêt supérieur de l'enfant, et on essaye de les concrétiser à travers nos
différentes politiques sectorielles, à travers les différentes méthodologies de faire l'évaluation de ces droits et de revendiquer des améliorations pour les enfants ou pour des groupes d'enfants. Alors que, justement, comme un fil rouge, on trouve cette idée de dignité dans différents articles, dans la préambule et dans différents articles de la Convention. Et c'était tout à fait clair pour les auteurs de la Convention relative aux droits de l'enfant que dans la relation avec l'enfant, les adultes doivent changer, prendre une autre posture, prendre une autre attitude. Voilà. Mais maintenant, j'essaie de partager mon écran. Voilà, ça va? Ça va comme ça? Oui. Voilà, donc mes collègues m'ont aidé, Hélène et Majenka, justement pour avoir beaucoup de matériel, beaucoup de slides, et j'ai rajouté encore quelques-unes. Je vais seulement faire une sélection d'éléments pour pour nous rappeler certaines questions. Donc, dans le rapport annuel de 25, justement, on avait tout un chapitre sur la justice et la protection. Vous pouvez le relire et tout est mis en ligne. On a approfondi les questions justement concernant les safeguarding policies, mais aussi donc la question sur le risque et l'évaluation de risque des auteurs, consommateurs et producteurs du matériel d'abus sexuels sur enfants. Et qu'il faudra là, sur base justement d'une discussion qu'on a eue l'année dernière, donc en relation avec les condamnations et avec tout à fait la gestion de ce cas. Donc, on a toute une discussion au niveau national où justement il faudra faire une réflexion sur cela. Les enfants en protection de remplacement dans les familles d'accueil et dans les foyers d'accueil, mais aussi donc justement la prise en charge des enfants victimes de violences dans le système, que ce soit dans le système de santé, donc les hôpitaux, que ce soit dans le système social. Voilà, c'était quelques sujets où on a donc travaillé. On peut rappeler qu'il y a d'autres chantiers importants qui contribuent à une protection au niveau 1, prévention structurelle de l'enfant, notamment dans le droit civil, donc avec un backlash, un backlog de réformes nécessaires au niveau du code civil en matière de filiation, mais pas seulement, comme hier justement on a rappelé donc cet article 371 avec les enfants doivent honneur et respect à leurs parents, donc qui devrait être aboli et remplacé par une autre formulation, par exemple celle de la Belgique. Donc les enfants les parents et les membres de famille, les enfants se respectent mutuellement. Et voilà. Donc, c'est aussi difficile, justement, dans le droit civil, de tenir compte de l'évolution sociale des familles et de reconnaître la diversité des compositions de familles. Donc, on a aussi contribué avec l'observation générale 27 qui est en train d'être rédigée par le Comité des droits de l'enfant sur justement les questions de l'accès aux droits et d'une amélioration de l'accès aux droits. Donc, c'est aussi quelque chose qui est important. Et donc, les safeguarding policies sont une nécessité. Donc, il y a une nécessité certainement au Luxembourg de généraliser les safeguarding policies dans tous les secteurs impliquant les enfants, l'éducation, le sport, la culture, loisirs, santé sociale. Et donc, au niveau du sport, on a eu à Luxembourg l'évolution que
La LAT a été donc remplacée par ALICE, Agence luxembourgeoise pour l'intégrité dans le sport. On a fait un sondage et voilà, une étude avec la LAT justement par rapport aux safeguarding policies dans le sport et dans les différentes fédérations. Il y a une soixantaine de fédérations sportives à Luxembourg. L'ALICE est maintenant cette agence qui s'occupe des safeguarding policies et du complaint management, des réclamations en interne du système sportif. On a aussi une évolution au niveau de la culture, parce que le ministère de la Culture, on a rencontré le ministre de la Culture l'année dernière en été, et tous se sont rendus compte, après ce cas emblématique de printemps dernier, qu'il faudra voilà, donc renforcer les moyens. Au niveau de l'éducation, on a toujours justement dans le projet de loi actuel 7994, les safeguarding policies qui deviendront donc obligatoires. On a un projet de loi sur les CA, pardon, oui, les services d'éducation et d'adultes, d'éducation et d'accueil, donc dans l'éducation non formelle, daycare services. Donc on a là aussi maintenant une inscription dans la loi que toutes les structures doivent se doter d'une politique de protection de l'enfance, ce qui est très bien. Et puis donc le pionnier était en fait les lycées, où on a déjà ancré dans la loi il y a 3 années, en 2023, on avait ancré dans la loi que tous les lycées doivent se doter d'un délégué à la protection des élèves. Donc, c'est une évolution sectorielle qui avance. Vous voyez ici qu'on n'a pas mentionné la police et les forces de l'ordre, respectivement, donc le système judiciaire lui-même, les autorités judiciaires et les autres services, les services de protection de l'enfance. Il est de toute évidence que ces institutions qui sont beaucoup aussi en contact avec des enfants, notamment des enfants dans des situations très vulnérables, que également ces institutions et ces systèmes doivent se doter des politiques respectives de protection de l'enfance. Je me rappelle très bien avoir visité une fois la Cour internationale pénale à La Haye, et justement le parquet général de cette institution nous avait présenté donc la première safeguarding policy à ce niveau. On peut ancrer aussi dans des systèmes judiciaires, dans les différentes étapes des procédures, les safeguarding policies. On a une avancée, peut-être une petite avancée au niveau des enfants accueillis dans les structures d'hébergement de l'ONA. Donc, notre équipe est en train de visiter toutes les structures. On est dans un dialogue constant, je dirais, avec le ministère respectif responsable. Et M. Hahn a annoncé au début de l'année, lors de notre entrevue, justement, qu'il projette développer les safeguarding policies dans les structures. Il y a 2000 enfants qui vivent dans des conditions très déplorables, indignes pour eux-mêmes, indignes et vraiment, pour la plus grande partie, vraiment pas défendables. Mais au moins, on a peut-être on avance, et on a une prise de conscience accrue que ces 2000 enfants qui sont un client sur 4 de l'Office national d'accueil sont des enfants et des adolescents qu'il faut nécessairement se doter de politiques de safeguarding dans ces structures. Donc, c'est important, les safeguarding policies, pour réduire les risques de maltraitance et aussi renforcer la confiance des enfants dans les adultes qui les encadrent. Voilà, on parle beaucoup justement des safe places, et voilà, comme des espaces protégés. Avant les tiers-lieux, ce sont d'abord les lieux de vie ordinaires où les enfants se trouvent en famille, en institution, dans les écoles, dans le sport, dans les loisirs, où il faut renforcer justement cela, et que l'enfant puisse voilà, pleinement jouir de cela. Il me reste 15 minutes. Voilà, donc
Voilà, je vais un peu avancer. Il faut intégrer aussi la question justement, la question donc de la protection dans le milieu numérique. Et donc, très spécialement, il faudra justement voir aussi cette évolution que la production énorme de matériel d'abus sexuel a conduit, voilà, est aujourd'hui un grand défi pour tous les pays et que la politique traîne avec des directives et avec des réglementations pour aussi justement faire les procédures nécessaires et condamner les auteurs et les consommateurs d'abus sexuels, de matériel d'abus sexuels. Voilà. Dans le contexte justement des cas rendus publics au Luxembourg, on a pris, en tant qu'Ocajou, on est entré en contact et en dialogue, je dirais, avec les autorités judiciaires, avec le parquet général, avec le nouveau, notamment avec justement l'équipe autour du nouveau procureur général d'État, sur justement la question comment améliorer cela et de regarder et de s'inspirer d'autres pays concernant la mise en place de plans de sécurité individuels dans ces cas. La question est en effet de l'évaluation du risque réel qui part des consommateurs et des producteurs d'abus sexuels sur mineurs et de ne pas banaliser cela et de ne pas le traiter autrement que d'autres infractions à la loi, d'autres crimes envers les enfants. Donc, il faut protéger les enfants dans le milieu familial, dans le milieu social, sport, loisirs, et aussi dans le milieu professionnel. C'est-à-dire, il faut pouvoir donc fournir l'information à l'employeur concernant justement les personnes suspectées et il faut donc avancer sur cela. Il y a une évolution donc parce que au printemps justement on a adopté une loi UCHAB qui donne la possibilité aux autorités judiciaires d'informer les employeurs, mais aussi d'autres, voilà, des associations, des fondations, des prestataires des services sociaux pour, si par exemple quelqu'un est bénévole dans une association ou si quelqu'un a d'autres tâches auprès d'autres acteurs, donc de pouvoir informer voilà, qu'il y a des procédures en cours bien avant que des condamnations aient lieu. Ce qu'on remarque, c'est que le bulletin 5, l'idée que de demander à quelqu'un le bulletin 5 du casier judiciaire suffirait encore de nos temps est une idée qu'il faudra une fois s'avouer que cela n'aide pas et que justement la lenteur des procédures et tous les obstacles dans ces procédures de communication font qu'il nous faut d'autres instruments à ce niveau. Voilà. Donc, je vais un instant. Il y a une évolution aussi au niveau à Luxembourg par rapport à l'année dernière. Il y a l'ouverture du CNVV, du Centre national pour victimes de violences. On a salué cela, ce centre qui nous alimentera dans le futur de nouvelles expériences qu'ils font. On observe son évolution. Voilà, c'est clair que du point de vue des droits de l'enfant, cela ne correspond pas actuellement à state of the art concernant la prise en charge multidisciplinaire et interinstitutionnelle des enfants, que son efficacité dépend d'un ancrage législatif solide dans le futur et que ce Centre national pour victimes de violences qui à partir de ce printemps déjà peut fonctionner 24 heures sur 7 jours, donc peut se développer et peut contribuer à évoluer avec tous les acteurs, stakeholders, parties prenantes, pour justement s'aligner à mi-terme, je dirais pas à long terme, mais à mi-terme sur les standards européens qui existent en la matière, mais aussi au niveau international. Il y a depuis l'année dernière des standards ISO qui ont été formulés pour ce domaine. Et donc là, il faut bien voir que actuellement dans le projet de loi 7992,
on n'a pas prévu de s'aligner sur ces standards, qui fait que cette réforme ne peut qu'être qu'une étape intermédiaire. Alors, voilà, on va, voilà, on va donc, pour comprendre les réformes, il faut un peu regarder en arrière et retracer l'histoire très brièvement. D'abord, on a cet héritage protectionnel qui remonte à August Ulveling. C'était un philanthrope, donc c'était un pragmatique, c'était donc un haut fonctionnaire de l'État luxembourgeois. C'est un pragmatique. C'est quelqu'un qui a, par exemple, développé le premier plan comptable pour l'État luxembourgeois. C'est quelqu'un qui donc a su gérer la trésorerie et donc et pouvait aller dans le détail. Mais c'était aussi un philanthrope qui était donc inspiré par les œuvres philanthropiques et le développement de nouvelles réponses par rapport à la question sociale du 19e siècle, la paupérisation de la population, mais aussi justement tout ce qui est aussi donc au niveau de la prise en charge des enfants. C'était quelqu'un qui était voilà ancré et qui participait dans les réseaux européens et internationaux dans son domaine. Il était responsable de la supervision des prisons à Luxembourg et justement la question du traitement des enfants dans le système judiciaire et dans les prisons le hantait véritablement. Et donc, il a publié en 1890 une publication dans laquelle il a fait en fait une synthèse des connaissances qu'il a et de la contextualisation luxembourgeoise et des connaissances de la discussion à l'époque au niveau international. Et donc là, il a formulé cette phrase magnifique qui nous doit toujours un peu guider et rappeler cette idée que à son avis, le système judiciaire appliqué aux enfants devait être plutôt éducatif que répressif, parce que ces enfants sont généralement plutôt malheureux que vicieux. Donc, ce sont voilà, aujourd'hui, on l'a exprimé d'une autre manière, mais cette idée que la réponse par rapport aux questions des enfants qui entrent en conflit avec la loi, mais aussi des enfants qui doivent être protégés, ne devrait pas jamais être prioritairement répressif, mais éducatif. Donc, cela a contribué à ce que justement le Luxembourg s'est doté d'abord en 1939 d'un juge de la jeunesse qui pouvait prendre des mesures concernant la déchéance de la puissance paternelle. Et donc là, je vous rends attentif sur un point parce qu'il y a Magali Rocco qui va présenter quelque chose sur l'autorité parentale et c'est un des points importants dans la réforme qui peut-être viendra un jour, on reviendra à cette idée que l'autorité parentale n'est pas quelque chose à enlever entièrement dès le premier moment où l'État intervient dans la protection de l'enfance. Donc, dans le temps, on avait cette idée que, justement, dans certains cas, cette déchéance peut être retirée de manière totale ou partielle. Donc, on avait cette idée de gradation, alors qu'aujourd'hui, justement, par après, donc, cela a été aboli. En 71, dans la deuxième loi sur la protection de la jeunesse de Luxembourg, on avait encore cette idée de tout en partie. Maintenant, il faudrait analyser la jurisprudence dans le temps juste pour voir comment cela a été pratiqué. Mais en 1992, il y a le shift répressif, un shift important répressif dans ce domaine que tous les attributs de l'autorité parentale sont transférés à la personne ou à l'établissement à qui le mineur est confié. C'est-à-dire à partir du premier jour d'une mesure de garde provisoire et par après d'une d'une décision judiciaire. Donc, les parents se voient retirer les attributs de l'autorité parentale et aujourd'hui, donc voilà, avec donc, sauf justement un droit de correspondance et de consentir à l'adoption et le mariage. Donc, le mariage, c'est pas possible avant 18 ans maintenant. Donc, c'est vraiment absolument aujourd'hui. Donc, on a et c'était un shift
répressif avant l'adoption et la ratification, avant la ratification luxembourgeoise de la Convention relative aux droits de l'enfant en 1993. C'est-à-dire, si on aurait ratifié avant cette Convention des droits de l'enfant, on n'aurait jamais pu écrire cette phrase. On aurait dû donner le principe que les parents doivent être renforcés dans leurs responsabilités, qu'il y a voilà, une gradation d'intervention et que, comme dans d'autres pays limitrophes, comme dans nos pays voisins, on peut tout à fait bien travailler dans le contexte de protection de l'enfance sans devoir retirer entièrement les attributs de l'autorité parentale. Ce passus, cet article 11, a fait des ravages pendant des générations au sein des familles et des enfants placés, et on reçoit régulièrement des témoignages dans notre parloir, des témoignages des années 90, des années par après, mais aussi jusqu'à nos jours, parce que les parents ne comprennent pas, parce qu'ils sont déresponsabilisés, parce que les postures qui en dégagent au niveau justement de la prise en charge de travail avec les parents, oui, avec des parents très compliqués et qui ne comprennent rien et qui ne veulent pas comprendre, etc. Mais quand même, c'était donc ce point, c'est quelque chose ce principe donc doit être revu, et justement la réforme prévoit que même dans un placement aussi, dans un placement pénitentiaire ou bien dans un placement auprès d'une famille d'accueil, l'autorité parentale puisse, dans un foyer d'accueil, puisse rester. Lors de nos visites récentes dans la psychiatrie juvénile, c'est tout à fait clair que les médecins traitants ne veulent pas de cette autorité parentale pour lesquels donc on leur transfère cette autorité parentale voilà, à partir du premier jour où les enfants sont placés. Mais voilà, c'est un conflit de rôle. Le médecin traitant est celui qui a l'autorité parentale. On le sait depuis des décennies, mais donc on n'a jamais vraiment voulu le changer. Et voilà, j'ai pas le temps de rentrer dans le détail, juste pour dire que même si la privation de liberté est déguisée en mesure de garde, de préservation et d'éducation, il faut bien se rendre à l'évidence que dans la perception subjective de l'enfant, un enfermement dans un milieu carcéral, c'est une peine, c'est une condamnation, non pas juridique, mais c'est une condamnation dans la réalité. On est condamné à la privation des libertés dans des contextes où justement les procédures ne prévoient pas une limitation de cette privation. Respectivement, les enfants ne savent pas quand est-ce qu'ils vont sortir, etc. Ils ne voient pas le juge avant le transfert dans un centre pénitentiaire, par exemple, etc. Donc, il y a beaucoup de questions, voilà, beaucoup de choses au niveau justement des garanties procédurales qui, au Luxembourg, font que voilà, on n'est pas conforme à la Convention et les principes et les directives, etc., à l'état de droit. Voilà, donc c'est un double discours, donc on pourra là aller voilà, donc là approfondir. Il faut aujourd'hui dire, voir et prendre connaissance que la représentation sociale de l'enfant a évolué et que l'objet de protection du début du XXe siècle, respective fin du XIXe siècle, est révolu, et que le XXe siècle nous a apporté beaucoup d'autres représentations sociales jusqu'à nos jours, jusqu'à aujourd'hui, justement avec M. Dutart, voilà, donc en intégrant toute la question de l'infantisme, on voit qu'on a encore une représentation sociale de l'enfant qui a évolué vers justement aussi l'enfant qui est acteur. Donc, c'est un sujet de droit, mais c'est aussi un acteur, son agency, c'est quelque chose qui est important. Et donc, tout système, toute cette réforme qui doit venir, elle doit intégrer ces nouvelles représentations sociales de l'enfant, et donc renforcer l'agency d'un enfant et ne pas la détruire, et ne pas donner le message implicite ou explicite qu'il est un objet de traitement et objet d'une procédure, et non pas un acteur véritable. Voilà. Donc on a aujourd'hui
cette particularité qu'on a deux systèmes en même temps. C'est un système un peu schizophrène, je dirais, parce qu'on a les deux en même temps. On a le compromis trouvé aujourd'hui. On se rend bien compte que avec l'introduction de l'aide à l'enfance de la famille, qui était un pas important justement pour développer les aides ambulatoires afin d'éviter des placements dans des foyers, par exemple, et aussi pour développer l'aide volontaire auprès des enfants, que cette juxtaposition des deux systèmes sans réguler et réglementer leur interaction est quelque chose qui pose des problèmes aujourd'hui et que le compromis jadis trouvé en 2008 de ne pas suivre l'évolution de nos pays limitrophes, de d'abord donner la priorité à l'aide sociale à l'enfance et puis faire intervenir les tribunaux, a fait qu'aujourd'hui, donc, sur le terrain, on observe un désarroi, on observe, des grandes difficultés de coopération. Voilà. Je, Longtemps, justement, on a assisté à Luxembourg à un débat SWAT, donc on a revendiqué le système de protection de la jeunesse, ce welfare régime, dans une philosophie de Parents Petre. Et je ne peux pas rentrer dans le détail, mais justement qui donne au juge un pouvoir discrétionnaire énorme. Donc il peut voilà, prendre toutes les mesures qui lui, bon, lui semble. Et d'un autre côté, un code pénal pour mineurs. Et on a toujours dit aux politiciens, aux députés, on les a mis en garde, ah, on va perdre notre flexibilité, on va perdre notre possibilité de voir la personnalité. Oui, oui, oui. Vous voulez clôturer déjà? Oui, il faudra. euh, oui. Non, c'est pas encore, pas du tout complet. Mais voilà, peut-être. Donc, euh, Peut-être un... Donc, on a une évolution, je ne vais pas rentrer dans le détail, voilà. Je voulais quand même, pour comprendre ce qui était prévu dans la réforme, et puis ça va assez rapidement. Donc, il faut rappeler justement la Convention avec l'obligation et la responsabilité des institutions de garantir les droits de protection contre toute forme de violence et contre justement aussi l'abus sexuel, toute forme de violence sexuelle. On a la Convention de Lanzarote qui est très important. On a des bonnes pratiques à l'étranger. On a toute un state of the art développé au niveau international qui jusqu'alors, jusqu'à actuellement, donc on a ignoré à Luxembourg. On dit toujours on veut le faire à la luxembourgeoise, mais justement, on n'a pas développé maintenant, pas non plus des standards nationaux en la matière. La question des mesures de protection immédiate, c'est important dans les procédures et les directives européennes respectives vont dans cette direction euh, que justement ils permettent aussi donc la mise en place de tels plans pour des personnes, mais aussi particulièrement pour des enfants qui peuvent devenir ou sont devenus victimes de, victimes de violences sexuelles. Voilà un instant. Je voulais dire qu'il y a maintenant une nouvelle évolution justement. Euh, euh, voilà. Ah, nouvelle évolution. Vous voyez ça? Oui. Donc, une nouvelle évolution au niveau. Ouais. Euh,
au niveau d'une directive européenne. Donc, maintenant en juin, le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne ont adopté cette révision de la directive européenne concernant les droits des enfants, les droits des enfants, les droits des enfants victimes. Et donc, il faudra, je vous recommande vraiment la lecture de cette nouvelle directive européenne. Elle doit être transposée en été de 28. Il y a donc 2 années pour la transposer en droit luxembourgeois. Mais vous savez, à la luxembourgeoise, on peut attendre 10 années, comme par exemple avec cette directive européenne de 2016 concernant justement les enfants dans les procédures pénales, où au début, on avait raconté au ministre de la Justice qu'on n'a pas besoin de la transposer, mais c'est bien le cas. Et donc, le Conseil d'État avait justement bloqué l'ancien projet de loi avec maintes oppositions formelles dans le temps, justement par rapport au par rapport à ce projet de loi présenté par M. Bratz. Par la suite, justement, on a eu un rebondissement et on a dit qu'il faut faire une refonte de tout le système de la réforme de la protection de la jeunesse. Juste pour vous rappeler que cette directive européenne, c'est très important parce qu'elle a des articles précisément par rapport aux services d'aide ciblés intégrés destinés aux enfants. Et elle parle dans un autre article justement de la nécessité de mettre en place des protocoles de collaboration interinstitutionnelle et interprofessionnelle. L'idée du Barnahus a été reprise, mais pas dans une obligation stricte, mais les différents critères et les principes de cette idée ont été repris dans cette directive. Voilà, c'est quelque chose. Et je vous vais encore dire que la réforme, ce qui a été prévu au début, c'est que donc qu'on scinde en plusieurs textes de loi le texte actuel de 92 et aussi celui de 2008, et d'avoir donc une procédure pénale pour l'enfant en conflit avec la loi. Je déplore qu'on a repris la terminologie de procédure pénale parce que l'idée, c'est pas d'avoir un code pénal. L'idée, c'est d'avoir une procédure qui tient compte de toute l'évolution des droits de l'enfant en la matière et de combiner cette philosophie protectionnelle et éducative dans le cadre du traitement pénal des affaires où des enfants sont auteurs d'infractions, donc avec toutes les idées de la justice restaurative, etc. Donc le premier volet, c'est le projet de loi 7991, les enfants en conflit avec la loi. La troisième colonne, la quatrième colonne, c'est justement la refonte de la loi sur l'aide à l'enfance et la famille, le 7994, avec justement l'Office national de l'enfance comme acteur principal pour mettre en œuvre les aides volontaires, mais aussi donc la troisième colonne, vous voyez ici, donc il faut de la contrainte parfois, il faut dans la protection de l'enfance mettre de la contrainte, un contexte de contrainte, il faut toujours, on va garder toujours la nécessité de l'intervention judiciaire. Et donc c'est là, malheureusement, on n'a pas repris aussi donc dans la terminologie donc cette idée de la protection de l'enfance, on parle toujours de la protection de la jeunesse, et c'est avant tout les petits enfants dans l'âge de nourrisson, dans l'âge de l'école fondamentale, où la protection de l'enfance doit être renforcée. Donc voilà, c'est donc dans le cadre du 7994. Et vous voyez donc la deuxième colonne, le traitement hospitalier. Donc, on n'a pas de projet de loi. Malheureusement, on a ces 5 dernières années pas travaillé sur ce volet et on a assisté justement que donc là, on a un vide. Donc, on peut toujours rebondir sur la loi de 2009 concernant l'internement en psychiatrie, donc sans consentement, mais avec justement aussi avec une supervision par des magistrats, etc., des commissions de contrôle. Mais donc, malheureusement, on n'a pas développé cela. Voilà, ça c'était dans le temps. Donc, on a actuellement les 3 projets de loi. Et pour finir, je dirais que les safeguarding policies sont énormément importants pour mettre les safeguarding policies sont très importants
pour faire avancer cette réforme. Maintenant, on parle beaucoup des avis du Conseil d'État qui seront adoptés ce vendredi. Alors, sur le dernier temps, je me dis, voilà, c'est bien trop tard, hein. On a perdu 2 fois 14 mois à cause de ces avis qui n'ont pas été réalisés comme dans d'autres domaines. Et est-ce que vous me voyez ou est-ce que vous ne me voyez pas? Parce que je vois que... Oui. Mais bon, euh, et, et que, et que finalement, même si on adopte, si on aura donc, on aura ces nouvelles lois, j'espère que le gouvernement va poursuivre ces projets de loi et va donc faire adopter à la Chambre des députés cette réforme. Il faut bien voir qu'on a fait beaucoup de compromis au niveau des droits de l'enfant, beaucoup de bémols, et que quand même, il faut faire cette réforme. Mais avec l'adoption des réformes, on n'a pas encore réussi donc le changement de paradigme qui doit être un changement dans les têtes et dans les cœurs et dans les postures avec lesquelles on travaille avec les enfants. C'est-à-dire que il faut voir donc il faut changer les pratiques professionnelles et on ne va pas écrire dans tout au détail. On ne peut pas écrire pour toutes les situations des procédures et des règlements grands-ducaux, bien qu'il en manque dans le projet actuel à bien des écarts, par exemple justement le diagnostic social, la réalisation d'enquêtes sociales, etc., l'évaluation de l'intérêt supérieur de l'enfant. Donc là, il faut avancer sur des standardisations. Mais donc, ça ne suffit pas en adoptant les textes de loi. Il faut amener, il faut développer une autre manière de travailler, une autre manière de voir et aussi d'échanger des informations autour des enfants. Et pour ça, les safeguarding policies qui ont été installés depuis, je dirais, les 5 dernières années. On a vraiment une véritable évolution positive dans ce domaine. On a quelque chose sur lequel on peut se baser. Toutes les institutions, tous les professionnels se posent ces questions communes et j'espère que cela va contribuer aussi à des outils au commun, des formations communes, une perception interdisciplinaire, mais quand même consensuelle de l'appréciation des cas, avec un reporting standardisé concernant les situations d'enfants qui nécessitent de la protection, et que donc là, les outils qui aujourd'hui n'existent pas encore ou ne sont pas utilisés, comme par exemple les plans de sécurité individuels, que ces outils puissent être développés également dans ce contexte. Donc ça, c'est un peu où je dis que même, voilà, où je crois que justement, déjà actuellement, avec les lois existantes, on peut déjà, parce que notre loi de 92 donne toutes les libertés, je dirais, pour avancer au niveau et pour innover dans le travail multiprofessionnel, interdisciplinaire et aussi pour mettre en place des instruments comme les plans de sécurité individuels. Voilà. J'espère que je n'ai pas trop ennuyé maintenant avec cette causerie, mais il faut bien voir que cette réforme, pour l'instant, elle est une non-réforme depuis 5, 6 années. Et ce vide politique par la non-adoption de la loi, de cette réforme et par le blocage véritable institutionnel par le Conseil d'État a fait ravage, a créé de la discorde au lieu d'un consensus, a créé donc des pratiques divergentes au lieu d'avoir une convergence. Et je reste confiant que avec les safeguarding policies qui implémentent aussi les droits de l'enfant et avec donc la doctrine des droits de l'enfant et la philosophie des droits de l'enfant et toutes les questions de dignité, et que cette convention est fédérateur, fédérateur dans le futur pour arriver à ce que on puisse vaincre les dichotomies actuelles. Voilà. Merci beaucoup d'avoir écouté un peu cette causerie qui a duré trop longtemps. Je m'excuse. Voilà. Et voilà. Et je vous souhaite une très belle journée.
Merci, Charles, pour tes réflexions, pour le partage des réflexions qui sont quand même assez importantes pour cadrer la journée, pour la mettre en contexte. Voilà. Si tu permets, je proposerais de passer directement à Magali et peut-être regrouper les questions par rapport à ce slot par après, si c'est OK pour toi. C'est OK? Ja, neige? OK. OK. Alors, je passe la parole à Susanna pour continuer avec la modération de la journée. Merci, Susanna. Merci. Bonjour à tous et à toutes. C'est un plaisir pour moi d'être ici avec vous aujourd'hui. Et merci, Charles. J'ai l'impression qu'il n'entend pas. Voilà. Merci, Charles. Cet homme, comme vous le savez, a une connaissance inépuisable au niveau des droits de l'enfant et c'est vraiment un plaisir de l'écouter toujours. Le temps est court et on va avancer tout de suite.